concernant justement cette affaire de vrai-faux décret. Il y a eu une évolution. Le concerné qui avait été interpellé, Joanne Sitchom, a été placé, comment on dit techniquement Il a été mis en détention provisoire. Mis en détention provisoire du côté de Kodengui. C'est une affaire classée, c'est un fait divers. Ça fait 2 mois quand même que le fait a été enregistré. Jean-Jacques Zé, lorsque vous m'avez envoyé la thématique, la question affaire classée m'a amené à avoir 2 approches, 2 angles de lecture. D'abord, une approche technique, juridique. Parce qu'affaire classée, ça laisse penser à un classement sans suite. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais lorsque vous voulez saisir le juge pénal, parce que vous estimez qu'une infraction a été commise peut-être à votre encontre, vous pouvez saisir le procureur de la République par une dénonciation, une simple dénonciation, ou une plainte que vous pouvez déposer soit directement au parquet, et lui, il va instruire à des officiers de police judiciaire de mener une enquête et de lui rendre compte à travers le renseignement judiciaire. Soit vous saisissez l'OPJ qui mène son enquête préliminaire et communique les résultats, les conclusions au procureur de la République. Celui-ci a 2 options. La première, c'est de classer l'affaire sans suite quand il estime que les éléments ne sont pas suffisamment réunis pour engager les poursuites. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on appelle vulgairement le procureur de la République et son pendant militaire, le commissaire du gouvernement, le juge de l'opportunité des poursuites. Parce que l'affaire est gérée par le tribunal militaire. Voilà, le juge de l'opportunité des poursuites. C'est la même chose pour les deux. Le code de procédure pénale est le même pour tout le monde. C'est un code de justice militaire, mais la procédure pénale est la même pour tout le monde. La deuxième option que le procureur a, c'est celle de poursuivre, justement. Il peut vous poursuivre en liberté, il vous inculpe libre, comme il peut vous mettre en détention provisoire. Vous avez aussi la possibilité, lorsque vous ne voulez pas passer par le parquet, mais vous voulez toujours saisir le juge pénal, vous pouvez saisir le juge pénal par une citation directe des particuliers. Vous allez à la rencontre d'un huissier de justice qui monte la dite citation, mais ça concerne uniquement les affaires en matière correctionnelle. En matière criminelle, vous devez saisir directement le juge d'instruction, qui peut aussi être saisi par le procureur de la République lorsqu'il estime qu'un mineur est concerné, ou alors l'affaire est d'une certaine complexité, il fait un réquisitoire introductif d'instance et il saisit le juge d'instruction. J'établis ceci pour qu'on comprenne, quand on dit affaire classée, la personne qui est habilitée à classer une affaire, c'est-à-dire à classer sans suite une affaire parce qu'il estime que la poursuite est inopportune, c'est le procureur de la République, son commissaire du gouvernement. Maintenant, le deuxième axe, c'est affaire classée dans le sens de, comme il a maintenant été mis en détention provisoire, et que l'affaire a fait le buzz, est-ce qu'elle va maintenant rentrer aux oubliettes? Là, dans ce deuxième axe, je dirais qu'elle n'a aucune chance de rentrer aux oubliettes. Pourquoi? Parce que d'abord, l'affaire est suffisamment grave. Ce n'est que dans d'autres pays qu'une affaire pareille peut être reléguée au rang de fait divers. On n'en parle plus. Il y a un individu, encore, que la prison... C'est pour ça que ce matin, j'ai pris la peine, lorsque vous m'avez envoyé la thématique, de prendre un extrait de l'éditorial du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, qui est paru dans Justice numéro 26 de novembre 2024, où il parlait de cette question de la gestion de la rumeur et des atermoiements de l'opinion publique qui tend à transformer la présomption d'innocence en présomption de culpabilité. Moi, je ne sais pas si c'est l'individu en question qui a été celui qui est effectivement allé prétendre déposer des correspondances de cette nature à la CRTV. Moi, je n'en sais rien. J'attends que le juge pénal se prononce. Cependant, je voudrais appuyer, insister sur la gravité du geste. Parce que j'ai toujours dénoncé ici la cacophonie et l'obscurantisme, la désuétude qui innerve la manière dont le palais de l'unité communique. Partout ailleurs, il y a quelqu'un qui est en charge de la communication du président de la République. J'estime que le ministre directeur du cabinet civil a déjà suffisamment à faire. Il ne peut pas être au contact de la presse chaque semaine. Or, en presse, on doit avoir un speaker, un type qui se lève le matin, respire, mange communication du chef de l'État et qui permet aux journalistes camerounais de pouvoir relayer à l'opinion publique. Parce que vous savez que... Je l'ai vu, Ahmed, je vous coupe pas, lors d'un passage, un stage en Chine. Voilà. C'est à 17 h que le Parti communiste donne son point de vue sur les grandes questions d'actualité nationale ou internationale. Effectivement. Tous les 17 h. Il y a quelqu'un qui porte la voix. Ça veut dire que nous avons la possibilité au Cameroun d'avoir un monsieur ou une dame, un compatriote, porte-parole du palais de l'unité.
son travail. Je vais vous surprendre. La réorganisation de la présidence 2011, le décret 2011, l'organisation des services de la présidence, le secrétariat général et le cabinet civil, stipule clairement que le porte-parole du chef de l'État, c'est le directeur du cabinet civil. Directeur du cabinet civil. Maintenant, dans la dynamique de la communication présidentielle, il y a un directeur ou un conseiller technique qui est désigné pour porter la parole chaque fois que de besoin est. C'est clairement stipulé. Il est porte-parole quand il le faut. C'est dans les textes. Mais une fois de alors, ce n'est pas pourvu. Jusque-là, Jean-Jacques Zé. Mais allez-y. Ce que le docteur Mbok rappelle là, c'est effectivement ce que le décret dit. Voilà. Sauf que là encore, j'estime que on a fait dans la gesticulation institutionnelle. Je dis qu'on doit avoir un monsieur ou une dame porte-parole du palais de l'unité. Parce qu'il y a une c'est connu. Voilà, parce qu'il y a une incongruité. C'est connu. Il y a une incongruité qui, moi, m'a choqué en tant que panafricaniste authentique. C'est de voir le ministre de la communication du Cameroun, qui travaille avec notre argent, qui est le président du conseil d'administration de la CRTV, qui fonctionne avec notre argent, et qui veut rassurer l'opinion publique nationale. Parce que international ne nous intéresse pas. C'est d'abord le Cameroun qui doit l'intéresser. Oui. Lui, il va donner une interview sur cette situation à Radio France Internationale. Si ce n'est pas insulter le peuple camerounais, je ne sais pas comment on appelle ça. On doit avoir un porte-parole du Palais de l'Unité qui, en communion avec l'ensemble des entreprises de presse et de communication du Cameroun, audiovisuel du Cameroun, a un agenda de communication sur les activités du Palais de l'Unité. Ça ne concerne pas seulement le chef de l'État. Ça peut concerner le directeur du cabinet civil, ça peut concerner le secrétaire général de la présidence de la République. Bref, à travers lui, le Palais de l'Unité va communiquer. Et puisqu'il sera en contact permanent avec les organes de presse Cameroun, ce sont plutôt les étrangers comme les RFIO dont on parle qui doivent venir prendre cette information chez vous. Voilà quand on veut gouverner. Mais quand on veut administrer... Parce qu'on a quand même vu une scène paradoxale. Là. Il fait cette communication sur RFI et la télévision nationale reprend et commente. C'est-à-dire que des journalistes camerounais capés sont assis sur un plateau de télévision, ils commentent ce que le président du conseil d'administration de la CRTV est parti dire à RFI. C'est comme si Dieudonné Mveng, qui a un organe de presse qui est parmi les plus capots camerounais. Parce que quand on regarde l'audimat, je pense que Info TV caracole en tête. Et puis il veut faire une communication importante, il se lève, il va à Equinox Télévision. Et vous faites un grand plateau ici le soir, plateau spécial. Vous commentez ce que Dieudonné Mveng est parti dire à Equinox TV. Ça n'a aucun sens. Et vice-versa. Je dis, il faut que ceux qui nous dirigent respectent les Camerounais. Donc, affaire classée, non. Et si les gens tentent même de la classer, nous, on va faire en sorte qu'elle soit toujours d'actualité parce que nous mesurons la gravité de ce qui a failli se passer. On a voulu jouer sur un élément fondamental de la légalité et de la légitimité d'un acte administratif unilatéral, la publicité. Parce qu'en tant que positiviste, je fais des scénarios dans ma tête. À un moment, imaginez qu'on ait lu ça. Que l'ensemble de la machine administrative et sécuritaire se mette en branle parce qu'elle pense que c'est vraiment authentique. Et que vous reveniez plus tard pour dire non, ce n'était pas vrai. Vous décrédibilisez définitivement, mais dangereusement, la parole du chef de l'État. Merci pour cette première. Je voudrais sortir en précisant également que il ne faut pas croire que parce que l'affaire est pendante devant la justice, elle est forcément oubliée. La justice doit faire son travail, la justice a son temps, la justice a ses canons de fonctionnement. Mais nous, en tant qu'acteurs politiques, nous vous garantissons que nous avons l'œil sur ce qui se passe actuellement. Vous maintenez que c'est donc une affaire bien grave. C'est une affaire gravissime. Banaliser, la balayer de cette façon-là. Dans tous les cas, la procédure suit son cours. On parle de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est grave. Concernant le jeune Joanne Sitiom. Affaire classée, non sur le plan purement juridique, mais vous savez qu'autour de cette affaire, justement, il y a eu des sorties, des déclarations, des noms qui ont été avancés, encore qu'il y a eu des suspicions sur le décret qui a été rendu public et celui qui n'a pas été rendu public. Franck, de quel côté l'affaire ne peut pas être classée? Absolument pas, Jean-Jacques. L'affaire ne peut pas être classée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'avère que M. Sitchom n'est pas le principal ou alors l'unique inspirateur de la démarche. Et donc, ce qui fait que l'on ne saurait qualifier l'affaire de classée.
Ça, c'est un élément. Parce que derrière, on n'a pas entendu qu'il y a eu d'autres arrestations. Hein. Oui, il n'y a pas d'autres arrestations pour l'instant. Du moins, ce qui est très curieux dans une affaire d'une telle complexité. Oui, du moins pour l'instant. Justement, c'est parce que l'affaire est aussi complexe qu'on a besoin du temps pour mener des enquêtes afin d'identifier véritablement certains coupables. D'ailleurs que j'ai appris, je ne sais pas si l'information est fondée, qu'il y a certains hauts membres du gouvernement qui ont été interpellés par le TCS, qui ont été auditionnés par le TCS par rapport à cette affaire. Mais seulement, Jean Jarzé, ça traduit une crise de confiance, une crise, je dirais, institutionnelle. Vous voyez, c'est une crise institutionnelle. Pourquoi? Parce que là, on a comme l'impression que la parole du chef est désacralisée. Désacralisée. Et qu'est-ce qui fait la sacralité, en fait, de la parole de ceux qui dirigent Jean Jarzé? C'est leur pertinence morale. Vous voyez, quand je réfléchissais sur ton sujet, il y a quelque chose qui traversait mon esprit en rapport avec ce qu'avait dit Machiavel. Il avait dit, on reconnaît la pertinence d'une gouvernance ou d'un gouvernement par le type de collaborateurs avec lesquels on s'entoure. Vous comprenez? C'est cela, Jean Jarzé. Je vous assure, je le dis humblement et simplement, un dirigeant, Jean Jarzé, doit parler avec Dieu. Il doit causer avec Dieu. Il est l'une des fonctions de Dieu, la lumière. Et il doit s'évertuer à entraîner une frange des collaborateurs dans cette dimension, afin qu'il n'y ait pas là qui joue le rôle des forces sanctifiques par rapport à la vision qu'il impulse. Et sur cette poignée de collaborateurs, vous pouvez également impulser ou alors transmettre cette dynamique dans une frange de la population. Vous voyez, ça c'est ce qui nous manque jusqu'ici en Afrique. Il y a un défaut, Jean Jarzé, de vision. Pourquoi est-ce que les gens veulent être président, vice-président et j'en passe certainement? Mais dans le fond, c'est tout simplement pour améliorer les capacités de consommation. Ce n'est pas parce qu'il y a véritablement une vision en rapport avec la gouvernance, prenant en compte l'intérêt de la collectivité. C'est ça. Il faut toucher le problème au niveau de la racine. Je n'ai rien contre l'aspiration aux fonctions, je dirais, sacerdotales. Mais est-ce que nous sommes véritablement conscients que c'est légitime? Mais maintenant, les motivations, en fait, sont lesquelles? Parce que c'est ça, dans le fond, qui crée tout ce désordre. C'est ça qui crée toutes ces capacités. Pour classer l'affaire Joanne Sitchom dans le cas du désordre? Oui, bien sûr, c'est dans le cadre du désordre. Parce que Jean Jarzé savait que c'est un membre du gouvernement qui a instrumentalisé et utilisé le petit. Est-ce que c'est pas un désordre? Puisqu'à la base, ça ne viendrait pas du chef de l'État. Mais c'est le désordre. C'est comme si vous outrepassez en fait la volonté du chef de l'État au profit de la vôtre. Mais l'intention, c'est laquelle? La finalité, en fait, c'est laquelle? Jean Jarzé, vous savez, moi j'ai l'habitude de le dire. Ce qui fait la puissance et la pertinence d'un État, ce n'est pas uniquement l'amélioration des conditions matérielles de nos populations. Je prends toujours exemple le cas de la Libye. Toujours. Je pense que les dirigeants avaient travaillé à améliorer les conditions matérielles, mais ce qui avait manqué, c'était l'élévation de la conscience de la population. Nous devons travailler à un éveil massif, à un éveil collectif, Jean Jarzé. Si vous avez dans un État une poignée dans la classe dirigeante qui se préoccupe véritablement du réveil et de l'élévation de la conscience collective, genre, vous pensez-vous qu'on peut rentrer dans toute cette cacophonie? Non, cette cacophonie, c'est du fait d'un déficit, en fait, de vision. Et là où il y a un déficit de vision, c'est justement la raison pour laquelle on va prendre de l'argent pour faire du n'importe quoi. L'argent est fait pour servir une vision. Mais s'il n'y a pas de vision, ben vous donnez l'argent aux gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont manger. 4 milliards pour le lard. Ils vont prendre 4 milliards pour le lard. Ils vont prendre des milliards pour s'acheter des vestes, pour s'acheter des maisons à Washington. Donc, je pense que Jean Jarzé, s'il n'y a pas un sursaut patriotique pour l'ontologie d'une minorité d'élite, l'élite qui ne se résume pas qu'à ceux qui dirigent, parce que bon qui est là, si il y a un sursaut ontologique, il est une élite. L'élite, c'est l'esprit. Vous avez l'esprit, j'ai de l'esprit. Mais le problème, c'est que pour la plupart, cet esprit, il dort. Il est en léthargie. Il faut en fait que cet esprit se réveille et pour participer en fait à la transformation de notre environnement. Joanne Sitchom, donc c'est le nom qui est avancé. On avait vu quelques photos et puis sans nouvelles. Mais justement, l'information, c'est que le dossier évolue, même si Michel Patrick, qui nous écrit, semble indiquer qu'il y a beaucoup
beaucoup de suspicions autour de ce dossier. Il parle du cas de Joan Sitiom, notamment autour de l'affaire présumée de faux décrets attribués à la présidence de la République du Cameroun, alors que son dossier semble rester sans suite, soulève une fois de plus de sérieuses interrogations sur l'efficacité de nos mécanismes de lutte contre la corruption, de fraude et de mauvaise gouvernance. Les chiffres et les ressources qui sortent de nos institutions doivent avant tout servir l'intérêt général, vous l'avez dit tout à l'heure, et contribuer à améliorer concrètement les conditions de vie de nos populations, notamment les plus vulnérables. Lorsque les ressources publiques sont détournées, mal utilisées ou soustraites de leur destination, c'est toute la société qui en paie le prix. Votre thème est donc particulièrement interpellateur. Il met en lumière une réalité qui nous oblige à nous questionner collectivement sur la responsabilité de nos dirigeants, de nos institutions et de chaque citoyen. Je suis profondément peiné de constater que certains pratiques susceptibles de favoriser le gaspillage, le détournement ou le pillage des biens publics puissent encore donner le sentiment d'être tolérés. Notre pays mérite mieux. Nous devons continuer à réclamer davantage la transparence, la justice et de la redevabilité, ainsi qu'une lutte véritable et impartiale contre la corruption, dans le strict respect des procédures, la présomption d'innocence et les droits de chacun. Le Cameroun appartient à tous ses citoyens. Merci Michel Patrick pour cette contribution. L'affaire classée ou pas classée, est-ce que dire qu'elle est classée aujourd'hui voudrait signifier tout simplement que, à tort, on a évoqué les gens, on a soupçonné à gauche et à droite et que vraiment ce jeune Camerounais-là, lui, il voulait s'amuser un peu? Jean-Jacques, quand on veut soigner un cancer, on ne s'arrête pas à sa métastase. Si on va essayer d'attaquer la métastase, on ne réussira pas à traiter le cancer lui-même. Et il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Quand nous rentrons dans l'histoire du Cameroun, où on a dit depuis 1960 que nous sommes indépendants, ça veut dire qu'on doit réfléchir par nous-mêmes, nous autodéterminer, former, éduquer les citoyens qui vont participer à la vie de la nation. Et naturellement, on devrait premièrement créer un cadre de dialogue social. On ne l'a pas fait. Deuxièmement, on rentre dans une dynamique où on nous annonce que nous sommes un État unitaire décentralisé. C'est-à-dire que nous sommes un État qui devra réfléchir à ce que toutes ces intelligences participent au développement depuis la base jusqu'au sommet. On n'a pas lancé la décentralisation. Troisièmement, on a annoncé un ensemble de grands projets qui devraient coûter beaucoup d'argent, mais on n'a pas dit à quelle fin l'électricité, les routes et consorts devaient servir. Donc, le Cameroun est dans un état de fébrilité extrêmement dangereux. Cette fébrilité-là donc est comme le cancer qui a des métastases, faux décrets, détournements et tout ce que vous avez cité comme problème que nous avons. On a parlé des barrages qui ne vont nulle part. On parle d'un individu qui peut détourner, je dis simplement 500 000. 500 000, Jean-Jacques, je ne parle pas des milliards. Au Cameroun, l'unité du détournement, c'est dans le milliard. Non, je parle de 500 000. Comment vous m'expliquez qu'on a les PCA, on a les déchets, on a les contrôleurs financiers, on a tout ce qui constitue quand même des organes de contrôle, de vérification. Des gens parviennent à détourner des sommes, on vient se sauter 5 ans plus tard pour dire mais oh, le type là a détourné, et puis on crée des tribunaux, des TCS et compagnie. Une fois de plus, tout ça, c'est l'expression de malaise fondamental. Viennent donc les hommes politiques, depuis le retour du multipartisme, avec cette confusion dans laquelle nous sommes rentrés. On a dit, allez faire comme ça. Et ils sont venus faire comme ça. On a créé un deuxième problème dans ce pays. C'est qu'on a donné l'impression que l'opposition, c'est l'agitation, c'est l'injure, c'est finalement le non-sens. Compromis. Et il faut, à un moment donner un peu d'argent et puis rentrer au quartier. Parce qu'on n'a pas créé le cadre du dialogue social. Parce qu'on n'a pas permis aux intelligences de s'exprimer. Vous allez vous rendre compte que la majorité d'opposants sont des personnes frustrées par le système. Donc on arrive à un niveau où le cancer s'installe avec la mafia, où vous avez des gens qui étaient même plus cancres que vous à l'école, du moins qui étaient des cancres. Ouais. Mais c'est eux qui dirigent, c'est eux qui gouvernent. C'est eux qui sont aux affaires,
celui qui roule le carrosse et qui vous nargue. Et qui vous nargue. Parce que le problème, ce n'est pas qu'il roule le carrosse, c'est qu'il vous nargue. Vous nargue. Et vous avez donc finalement cette fracture sociale où il y en a qui sont extrêmement riches, d'autres qui sont terriblement pauvres. Je vous épargne comment on rentre dans les grandes écoles, comment on rentre dans les grandes entreprises, comment on travaille dans les parapublics. Je vous épargne tout ça. Mais le cancer a tellement grandi que finalement vous avez des Camerounais qui se disent mais on va où? Et d'autres qui disent que nous on a tout. Pendant que vous vous cherchez où vous allez, eux ils ont déjà tout. Alors, cette affaire de faux décret, c'est comme le pic en fait de l'expression du malaise social dans lequel nous sommes. Parce que, pour revenir au troisième problème, la gouvernance. On a l'impression qu'on a des gens, quand on leur dit, ça ce n'est pas bien. Parce qu'il n'y a pas le cadre de dialogue social. Je vous dis que s'il n'y a pas ça, il n'y a aucune volonté réelle de développer le pays. Parce qu'il n'y a pas un cadre où l'homme politique, la société civile, va venir contribuer à l'évolution de la nation, on est obligé de crier sur les médias, de gronder, de parler fort, et on tombe dans le camp des ennemis. Finalement, donc, ceux qui sont aux affaires et qui sont limités, soit par l'âge, soit par l'époque, soit par la compréhension de l'évolution de la société, trouvent vos suggestions comme un rappel de leur faiblesse, de leur manquement, de leur faillite. Mais comme la plupart sont dépassés par les événements et sont extrêmement rassasiés, ils n'ont plus la capacité de réfléchir, de voir le bon sens dans la gestion que vous faites. Ils font de vous leurs ennemis. On a donc fini par construire dans ce pays des groupes, des clans, des frustrations, des divisions et un ordre régnant qui pense qu'il faut cogner tout le monde. Alors, lorsque on vous écoute, docteur, on a l'impression justement que cette affaire n'est pas à prendre à la légère, que ce n'est pas la diversion, comme d'aucuns ont tenté de nous dire, que voilà, là, c'est le pic. C'est le pic. Cette affaire, c'est le pic de la frustration sociale, de la guerre des clans, de l'insistance de la mafia de continuer à contrôler le pays, mais aussi d'un groupe de Camerounais qui disent on en a marre, la corde qui va casser. Pendant la campagne 2025, on a tous les partis politiques, même le RDPC était d'accord qu'il faut qu'il y ait une rupture. Mais dans la rupture, il était question de tout mettre à plat et de repartir. Pour qu'on s'entende au moins sur ce qu'on entend par développement. Quand on dit développement, on met quoi dedans? Quand on dit émergence, on met quoi dedans? Quand on dit route, on met quoi dedans? Quand on dit éducation et tout ce que vous pouvez nommer, on met qu'on s'entende en tant que Camerounais. Et à partir de là, on évolue ensemble. Ce n'est qu'à partir de là que l'opposition a un rôle qui est compris, la gouvernance a un rôle qui est compris, la société civile et ainsi de suite. Nous sommes dans la navigation à vue et la débrouillardise sociale dans tout. Ce qui fait donc que s'il n'y a pas de rupture volontaire, on va se retrouver avec une rupture imposée. D'accord. Comme cet acte-ci. Je voudrais vous relancer avec ce message. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Cette affaire n'est pas classée dans le cadre juridique, on l'a dit, car le simple fait qu'il soit écroué à la prison montre à suffisance qu'elle est pendante. Par ailleurs, elle est classée, c'est là où il y a la question, elle est classée dans le sens où l'interpellation du suspect vient taire les bruits. La sortie du MINCOM n'est qu'un prolongement de la communication qui devait être faite par le DCC, surtout qu'il est porte-parole du gouvernement, Maître Meka Fidelis, depuis Douala. Est-ce que l'interpellation justement du suspect vient taire les bruits? C'était ça Oui, alors je raconte tout ça pour qu'on comprenne dans quoi nous sommes. Et pour qu'on comprenne dans quel cadre ce décret arrive. Il arrive pour justement essayer de régler le problème que tout le monde voit, tout le monde sait. Le président va m'annoncer le 6 novembre. Mais c'est comme si tout le monde a peur d'affronter le problème de manière responsable. Ce monsieur dont interpellé, et quand vous rappelez le motif, tentative, atteinte à la sûreté de l'État et coaction avec des forces étrangères. C'est une affaire qui est, à mon sens, mais vraiment pour parler comme au village, classé dans un tiroir où on va ajouter d'autres éléments en continu.
Donc ce n'est pas une affaire qui est rangée, qui est oubliée, qui est jetée. Non. C'est même maintenant que l'enquête commence. Pour ne pas le garder au CED et dépasser les délais prévus par la réglementation, il faut donc le mettre sous mandat de dépôt ou l'incarcérer et maintenant poursuivre la procédure. Ici, dans cette affaire, si le chef de l'État ne tranche pas vite son affaire de réforme, de remaniement et compagnie, de nomination d'un vice-président, nous allons nous trouver dans une histoire où la mafia va continuer à agiter les Camerounais. Ici, ça vous montre bien que la tentative et la sûreté de la nation ne peut pas être le fait d'un seul individu. Il y a donc une machine autour de lui. Oui. Si ce n'est pas tranché de manière responsable, il y aura donc l'action de la mafia qui va imposer des victimes ou alors des suspects et décider que c'est même eux qui étaient derrière cette affaire. On peut fabriquer, on va donc finalement fabriquer les auteurs d'une affaire qu'ils ne connaissent même pas. La même mafia est capable de cacher ce qui était vraiment derrière cette affaire. Oui. Et finalement, on se trouve dans le flou total, mais avec des ennemis qui vont continuer à guetter la moindre faille pour créer le discrédit. Pourquoi on parle ici de coaction avec l'extérieur? On fait allusion à qui? Vous voyez que tous ces éléments-là devront être pris en compte. Je sors en disant simplement que nous sommes au pic de la difficulté camerounaise qui ne demande qu'à se réorganiser. Nos enfants regardent Internet. La plupart de nous avons voyagé. Voyons comment ça se passe ailleurs. Voyons comment quand il faut contribuer pour l'évolution du pays, on consulte les Camerounais. Les partis politiques ne sont pas faits pour brailler sur les plateaux de télévision. Ils ont un idéal de la nation et ont des idées à apporter. Mais quand est-ce qu'on va apprendre à reconnaître au moins en chaque Camerounais sa capacité à contribuer au bien de la nation? Il faudra donc que nos élites, nos gouvernants, tout ce qui nous dirige, intègrent aujourd'hui que quand Maître dit qui ne gouverne pas et s'administre, on souhaite monter au niveau de la gouvernance où on a une vision, on a des objectifs qu'on doit atteindre, et ce n'est qu'à partir de là qu'on rejoint l'idée de franc-maçon qui consiste à fabriquer un peuple à même d'accompagner la vision. Parce que les deux vont ensemble. S'il n'y a pas de vision, on amène le peuple où? Il faut donc qu'il y ait la vision, et ce n'est qu'à partir de là qu'on peut tenir un discours de rassemblement, d'organisation, de structuration, pour que ce seul Cameroun qui nous appartient à nous tous se développe. Moi, j'ai beaucoup de peine à me disant, qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants? Qu'est-ce qu'on leur laisse comme héritage? Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, qui ont 90 ans, 60 ans, 80, 50, est-ce qu'ils sont fiers de ce qu'ils voient? Bon, ce n'est pas une question, la plupart n'ont plus de cœur. Bonsoir au grand soir et bonsoir à l'ensemble panel. Je me permets de vous adresser ce message pour saluer et féliciter la qualité de l'analyse et le développement idéologique que nos compatriotes sont en train d'apporter sur ce plateau. Pour ma part, je pense que l'affaire Joanne Sitchom ne devrait pas être classée aussi rapidement, car elle soulève, au-delà des considérations secondaires, des questions fondamentales que nous, simples citoyens, sommes en droit de nous poser. Qui l'a mandaté? Qui a envoyé Joanne? Est-il réellement l'auteur du document en question? Et surtout, avait-il qualité et compétences pour prendre une telle initiative ou pour établir un tel décret? À mon humble avis, c'est là que se trouve le véritable fond du problème. Avant de chercher à tirer des conclusions, il serait essentiel d'identifier clairement l'origine de cette démarche, les personnes qui l'ont commanditée et le cadre juridique dans lequel elle a été entreprise. Merci, c'est Christian Dodja. Merci Christian pour cette contribution. Il y en a beaucoup d'autres, mais maître, puisque vous êtes là. Sitchom, si on s'arrête à Sitchom, l'affaire, je veux dire, serait à ce niveau-là totalement négligée. Vous pensez que derrière Sitchom, il pourrait y avoir une grosse mafia, pour utiliser l'expression du docteur tout à l'heure? Justement, tout à l'heure, lorsque je précisais le premier pan d'analyse de la perception que j'ai de l'expression affaire classée, je vous ai dit que c'est le procureur de la République ou le commissaire de gouvernement qui a qualité pour classer sans suite une affaire. Mais maintenant, lorsqu'il décide de poursuivre, il y a une précision que je n'ai pas apportée tout à l'heure, c'est que il saisit le juge d'instruction, généralement lorsque ça concerne un mineur, mais aussi et peut-être surtout lorsque l'affaire est complexe. Et le code de procédure pénale donne la latitude au juge d'instruction
de mener ces enquêtes avec même parfois l'utilisation de commissions rogatoires. Le juge d'instruction peut se déplacer sur l'ensemble du territoire national et même en dehors, dans le cadre de la coopération judiciaire du Cameroun avec d'autres pays. Parce que quand on parle d'intelligence avec des puissances étrangères, vous comprenez que le problème est extrêmement grave. Et on parle d'atteinte à la sûreté de l'État. Et je répète que lorsque ça va déjà chez le juge d'instruction, la loi lui donne jusqu'à 12 mois. Il a au moins 12 mois pour boucler son information judiciaire. Donc ça fait qu'il a assez de temps. Et il a les moyens, en principe, de mener cette enquête parce qu'il jouit de la prérogative d'office, je peux dire d'OPJ supérieur. Voilà comment on a l'habitude d'appeler vulgairement dans notre jargon. Donc, il va creuser. Je voudrais, parce que j'ai l'habitude de dire que si nul n'est censé ignorer la loi elle-même gagnerait à n'ignorer personne. La mise en cause, dont le nom est jeté ainsi en pâture, me semble à mon avis être un bouc émissaire. Parce que j'ai regardé l'individu, j'ai regardé la photo, et en tant que sémioticien, j'ai la faiblesse de croire qu'il n'a pas l'épaisseur requise pour s'engager dans un projet d'une telle envergure. Il y a de fortes chances qu'il y ait des gens derrière lui. Probablement, la justice saura mêler... Mais à quelle fin à une fin simple. Et c'est pour là qu'il dit que ceux qui nous dirigent, je répète qu'ils dirigent, ils n'administrent pas. Et ils n'ont même pas le logiciel. Ils ne gouvernent même pas. Ils n'ont pas le logiciel idéologique nécessaire pour gouverner. Le problème, c'est que lorsque j'ai pris l'exemple du pavé dans la mare, quand j'étais notre compatriote, le politologue Paul-Stéphane Menunga, en réalité, la fin, c'est laquelle? C'est l'exaspération des ambitions égocentriques de ceux qui sont autour du patriarche. Parce que la Constitution, en principe, là où c'est sérieux, la Constitution, on sait qu'elle consacre. Elle ne suppute pas. Et les gens ont réussi un tour de prestidigitation législative à dire dans notre Constitution que le chef de l'État peut. On est dans la supputation. Était. Vous avez oublié votre stylo. J'ai oublié mon stylo. Était. Parce qu'on peut en rire, mais c'est désagréable. Quand je vois l'épaisseur de nos enseignants de droit, je ne sais pas moi, le professeur... Avec une question aussi fondamentale. Le professeur Magloire, le professeur Mikwachi, on a d'éminents juristes. Le professeur Kamto. Comment les gens ont fait pour mettre dans la Constitution du Cameroun a dit que si c'est le chef de l'État, pourquoi sommes-nous si pressés? Alors qu'elle est supposée consacrer la Constitution. Deuxième chose, elle vous dit que comme il peut là, c'est le monsieur qu'on peut nommer, qui lui cependant, et là on consacre, c'est lui qui saisit le Conseil constitutionnel pour lui demander de constater la vacance. Vous mettez donc là devant des chiens enragés un bout de viande qu'ils vont se disputer. Tout le monde veut ce bout de viande là. Parce que les gens ont compris que qui est vice-président est le successeur, contrôle l'appareil administratif, contrôle la succession. Il lui suffit de dire que bon, ça va, je constate la vacance. Donc forcément, à un moment donné, on a créé un véritable monstre constitutionnel qui aurait pu, s'il avait même été rapidement nommé, serait devenu la béquille constitutionnelle du chef de l'État et lui aurait permis de continuer, de terminer son mandat et d'aller se reposer. Mais là, le temps passe. Les gens ont réussi un autre exploit, faire mentir le chef de l'État. Parce que lorsqu'il prête serment, le 6 novembre 2025, je continue à répéter que ce ne sont pas des promesses qu'il a faites au peuple camerounais. Ce sont des engagements qu'il a pris. C'est très différent. Nous tous, on peut donner des cours de français. Il a pris des engagements. Nous tous, moi j'ai donné des cours de français. Je n'ai pas besoin de dire nus. Le subjonctif, on connaît. Il a pris des engagements. Et ces engagements étaient tellement simples, Jean-Jacques Zé. Et lui-même, il vous dit que la machine administrative camerounaise est grippée. Nous avons besoin de réformes institutionnelles. J'ai applaudi de deux mains. Après, il a dit, je vais faire de ce mandat le mandat des jeunes et des femmes. Et c'est normal. Les jeunes et les femmes, c'est 70 à 80% de la population camerounaise. Bien que les différents recensements ne nous disent pas exactement combien nous sommes et que celui qui est en cours est déjà loupé d'office. Ensuite, le 31 décembre, là, on touche sur le pompon. On lui fait dire qu'il va nommer un gouvernement dans les prochains jours. Et là, ceux qui ont apparemment fait le français plus que nous font des cours d'exégèse linguistique sur la compréhension qu'on doit avoir de l'expression dans les prochains jours. Nous sommes en août.
On n'est plus dans les prochains jours, on est dans les prochains mois. Et tel que c'est parti, il risque d'avoir un glissement des dates vers les prochaines années. Et le 10 février, s'adressant à nos jeunes compatriotes, c'est-à-dire, non parce que lui l'appelle le fer de lance, j'appelle ça une escroquerie politique, parce que la socialisation politique d'un enfant se fait à partir de 7 ans. En réalité, il s'agit, le jeune n'est pas le fer de lance de la nation. Le jeune est la main qui tient la lance avec laquelle la nation conquiert son progrès. Il promet à cette jeunesse que je suis conscient que vous êtes impatient de voir le gouvernement que j'ai promis le 31 décembre. Mais je vais aller plus loin. Même plus loin. Je vais nommer des directeurs généraux et des présidents de conseils d'administration à la tête des entreprises publiques et parapubliques. Ça veut dire que lui-même il est conscient de ce que il y a des gens là qui sont à la tête de ces entreprises de manière illégale. Quels que soient les tours de prestidigitation intellectuelle qu'on peut faire, ils sont à leur manière illégale. Vous ne pouvez pas être à la tête d'une société d'État pendant 40 ans, ça n'a pas de sens. Et donc forcément, ce cocktail explosif fait que chacun a compris que le levier, la manivelle qui peut justement déclencher la dite rupture, la rupture à laquelle nous aspirons tous, c'est le vice-président. Et là, forcément, il ne faut pas être sorti de Yale, d'Harvard ou de Cambridge pour comprendre que le type que moi je vois sur la photo là, je suis désolé, n'a pas l'épaisseur de D'accord, on voit la photo. Et donc forcément, il revient donc maintenant à la justice de l'exploiter, parce que je répète, moi je ne peux pas dire que c'est lui. Simplement parce qu'il bénéficie de la présomption d'innocence. Seul le tribunal, lorsque la décision sera devenue définitive, nous dira s'il a été acquitté ou reconnu coupable. Mais en l'espèce et en l'état, nous en tant qu'acteurs politiques, nous vous disons que au regard de la gravité de l'acte, au regard de la situation sociopolitique de notre Cameroun, au regard de l'imbroglio législatif qui entoure la succession du chef de l'État et au regard des difficultés auxquelles nous sommes confrontés en termes de passation du relais dans la gestion de la chose publique, il est peut-être temps que ceux qui dirigent arrêtent de faire mentir le chef de l'État. D'accord. En fait, c'est quoi? C'est l'arbre qui cache justement, la forêt. Franck, est-ce que Sithiom n'est pas la voix de l'impatience? Est-ce que Sithiom n'est pas la voix de la lassitude, de l'exaspération? Avant de répondre aux questions, permettez que je fasse un crochet sur un élément important que M. Zogo a souligné. Pourvu que vous reveniez sur la question. Il y a des crochets qui nous envoient ailleurs. Vous savez, dans l'univers de la philosophie politique et morale, on vous dit qu'il n'y a pas de loi sans conscience. Ça veut dire que derrière les textes, il y a la conscience, si vous voulez, une nature de mentalité. Oui. Ça veut dire que l'impertinence des textes, ou alors l'incohérence des textes, traduisent tout simplement la nature de la mentalité qui a pensé ces textes et qui a structuré en fait ces textes-là. Et justement, cette citation convoque également la légitimité en fait de la loi. Et qu'est-ce qui fait la légitimité de la loi, Jean Jazé? La loi, son fondement est moral, il est vertical. Bernard Debré, un ancien haut responsable en France, avait fait une sorte de sermon où il demandait à Marianne d'épargner les hauts responsables de la République française de la duperie. Vous voyez, quand vous occupez donc une fonction régalienne, Jean Jazé, vous êtes supposé que la représentation de l'État, le grand E, la personne morale. Ça veut dire que vous ne vibrez que pour l'intérêt justement de la personne morale qu'est l'État, qui s'observe dans la collectivité. Et par conséquent, vous serez en mesure de voter des lois à caractère utilitariste. Je pensais que comme ça se dit, non? Utilitaire. Utilitaire, autant pour moi. Merci, Guy Zogo. Mais dès lors qu'il y a cette rupture entre vous, qui occupez cette fonction régalienne, et la personne morale, il est clair qu'on rentre dans du n'importe quoi. Maintenant, pour répondre à vos questions, parlant peut-être de la question de l'impatience, de l'exaspération. Jean Jazé, vous savez, une nation, Jean Jazé, c'est une vision. Une nation. On le répétera toujours. Hein. Mais seulement, la vision, son fondement est vertical, Jean Jazé. Ça veut dire que dans le fond, pour construire une nation équilibrée, puissante, vous avez une poignée d'individus représentatifs de cette vision. Il y a donc un cap qui est fixé et on travaille à amener un grand nombre vers ce cap-là. Et quand vous rentrez dans une configuration pareille, Jean Jazé, les situations comme celles que nous vivons là, on va les vivre de moins en moins.
Vous voyez, de moins en moins. Parce que tout le monde, on peut dire le déploiement de la grande majorité des populations, en fait, s'inspire de la vision. Quand vous prenez par exemple les pays comme la Chine, même si personnellement pour moi ce ne sont vraiment pas des modèles, ou bien les États-Unis, mais c'est parce qu'il y a des dirigeants, en fait, qui ont travaillé dans le long terme. Il y a quelque chose qui m'a frappé ces derniers temps dans mes petites recherches. Voyez-vous, un pays comme la Chine a construit une muraille de 21 000 km en 20 siècles, 2000 ans. Ça veut dire que ceux qui sont là aujourd'hui n'étaient pas quand ça se construisait. Vous comprenez que ce sont des pays qui se projettent sur le long terme. Donc il y a une vision qui se projette de construction de la puissance de l'État dans le long terme et on transmet cette vision de génération en génération. 2000 ans de construction, 21 000 km. Vous voyez bien qu'il y a une transmission de la vision de génération en génération. Je vous assure que si nous ne menons pas les débats de fond, les débats dans ce sens, nous allons faire ce que j'appelle ces derniers temps, alors nous allons proposer des solutions d'analgésiques. C'est-à-dire des solutions qui viennent régler les fléaux, les problématiques d'ordre conjoncturel. Mais pourtant, nous avons besoin de régler les problématiques d'ordre structurel. La structure touche à votre fondement, à votre identité. Quand vous êtes malade, Jean-Zanzier, et que vous allez à l'hôpital, votre structure, elle dysfonctionne, mais qu'est-ce qu'on fait? D'abord, l'examen de sang. Vous voyez, ce sont des symboles, parce que c'est l'examen de sang, votre identité, qui renseigne avec précision sur la nature, sur l'impertinence ou alors la pertinence de votre dysfonctionnement. Or, ici, le sang, c'est quoi? Mais c'est la mentalité Cameroun. Et ne dit-on pas que le Cameroun et les Camerounais, donc il y a une mentalité unique qui s'exprime dans sa dimension pure. Donc c'est là qu'il faut aller rechercher la solution. Le reste, là, je vous assure que c'est de la pacotille. On va accorder nos 5 minutes traditionnelles aux téléspectateurs qui peuvent nous joindre. Hein. La ligne est ouverte, le numéro est affiché au bas de l'écran. Dire qu'il s'agit, qu'il a agi seul, pour le moment, n'est pas important car l'information judiciaire est menée et attendons les résultats de cette information. Je précise que, vrai ou faux décret, les Camerounais oublient que l'article précise que le président peut nommer. Pourquoi insister s'il peut ne pas nommer? Le Sénat a été créé, c'est 15 ans après que son président a été nommé. Le temps du président, il en est le maître, c'est Maître Meka Fidelis depuis Douala, qui vous rappelle que le temps du président, c'est le temps du président. Et ce n'est pas vrai. Une incongruité. Comment ça, ce n'est pas vrai, Jean-Jacques. Quand on maîtrise le temps, on ne vieillit pas. Jean-Jacques, c'est autant de choses qu'il faut qu'on corrige dans le pays. Il faut changer ce narratif. Le patron de la nation, c'est le peuple. Voilà. Oui. C'est pas le chef de l'État. pas le chef de l'État. Absolument. Le chef de l'État exécute ce que le peuple attend de lui. Venez dire que le temps du président, non, ça c'est l'esbrouf. Voilà. C'est-à-dire que de manière responsable, sans manquer de respect à quiconque, il faut qu'on reconnaisse que nous sommes tous serviteurs du peuple, y compris le chef de l'État. En fait, il est le premier serviteur du peuple qui aime même ce peuple plus que nous, et c'est lui qui montre le cap et les autres suivent. Donc venez dire que le temps du président, franchement, c'est un narratif qui doit s'arrêter. Il faut arrêter ça. Ça devient même humiliant pour nous, à l'échelle internationale, qu'on réduise notre pays au gouvernant, à celui qui dirige. On parle de temps. Non, non, c'est pas juste. Alors, Anissé, est-ce qu'on peut avoir les téléspectateurs en direct au téléphone? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je suis Dieudonné Magouette. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Jean-Jacques. Oui, on vous écoute. Quand j'avais, moi, je parle beaucoup plus de ma prise de position concerne le lac municipal. Vous voulez nous plonger encore dans le lac? Allons-y. Quand j'avais imaginé le lac municipal, je viens de suivre l'intervention des papes invités. Comme ils sont encore un peu de votre tranche d'âge. Jean-Jacques, c'est pour faire quoi? Jean-Jacques, le monsieur qui est à l'enseignement supérieur, il est là aujourd'hui depuis 22 ans. Il se moque de la jeunesse camerounaise. C'est 400 combien de millions là pour la jeunesse camerounaise. Et pour prendre leur pétrus pour autour du lac, il va enterrer peut-être 20 milliards de francs là-bas. Vous pouvez imaginer, Jean-Jacques, ces gens ont des comptes à vous rendre, et non à nous autres, parce que moi je suis à la fin de mes troisième âge. Ils vont rendre les comptes à vous. D'accord. Ils continuent à jouer avec ce pays.
Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Il y a cette opposition de chiffres. Là, c'est vous qui avez commencé l'affaire. Entre les 4 milliards pour le lac et les 450 millions pour les étudiants. C'est choquant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, mon cher Jean-Jacques. Comment vous allez? Ah, je crois que ça va assez bien. On vous écoute. Oui, voilà. Déjà, cette affaire de faux décret est vraiment devenue quelque chose qui plonge notre pays dans un... Comment je vais expliquer ça? C'est-à-dire que nous sommes dans un théâtre, quoi. Parce qu'on n'a jamais suivi ça quelque part dans le monde. C'est terrible. Donc, je pense que, pour ma part, cette affaire est classée. Parce que, justement, ceux qui sont là aux affaires en ce moment, ils ne peuvent pas être jugés et partis. Et puis, on croit que vraiment la vérité va sortir au grand jour, jamais. Donc, celui-là, il est à condamner. Et il va y rester tout ça. Voilà, parce que justement, on peut utiliser aussi cette prison-là pour qu'on ne parle plus de lui. D'accord. Donc, vraiment, c'est triste. Merci. Monsieur l'apôtre Adam Charlemagne. Merci beaucoup pour cette contribution. On prend quelqu'un d'autre. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, monsieur, bienvenue. On vous écoute. D'accord, merci. Bonsoir, Jean-Jacques, bonsoir tout le panel. Un bonsoir particulier à maître Jean-Guy Doro, qui s'illustre depuis la ville de Sa. D'accord. Merci. Vraiment. Nous sommes malheureusement devenus un peuple, je vais utiliser l'expression, consacré aux ambitieux. Parce que je regrette que les opposants d'aujourd'hui soient les seuls à se battre pour le peuple qui, lui, les traîne dans la boue, ne reconnaît même pas le travail qu'ils font en face. Nous sommes devenus un peuple tellement ambitieux qu'il suffit que, comme dans le milieu des fonctionnaires, on dise qu'on va couper le salaire à une personne pour qu'ils se mettent à remplir. Donc on a même une peur bleue de parler. Quand on regarde ce qui se passe, nous tous nous sommes indignés, mais notre indignation, on la ravage, malheureusement. Malheureusement. Donc, nous sommes, nous ne pouvons que regarder ce spectacle, et comme nous sommes devenus dans des ondées, dire que, bon, Dieu va gérer ça un jour. On a la Merci, on vous salue du côté de ça. Allô, bonsoir, au téléphone. Allô? Oui, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Jean-Jacques. Thomas Masson. Je suis Thomas Masson. D'accord. Le message qui a été lu tout à l'heure, une question. Le message qui indiquait que Paul Biya est le président et le maître du temps. Dans une machination qui fait le peuple camerounais, cette histoire ne vient pas une où se dit une véritable bataille stratégique. Pour citer Jean-Jacques, ce monsieur existe-t-il réellement? Il pourra vérifier qui est accompli de l'émission. D'accord. Thomas Masson demande si ce monsieur existe même réellement. Vous parlez de Joanne Sichom. C'est les questions de communication qu'on évoquait par ailleurs pour une question aussi importante qu'il reste un gros mystère sur l'existence même de ce personnage-là. On vous prend au téléphone encore. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bienvenue monsieur. On vous écoute. Allons-y rapidement. Oui, bonsoir. Oui, allez-y, on vous écoute. Vous êtes déjà en ligne. Alors, évitez de suivre à travers le téléviseur, parce que ça va toujours créer ce décalage. Répondez directement à travers le téléphone. Allô, bonsoir. Ah, je crois que les appels sont... Voilà, bonsoir. Oui, allô, on vous écoute. Oui, bonsoir, monsieur Jean-Jacques.
Bonsoir madame, bienvenue. Bonsoir à votre panel, merci. Bonsoir. Vraiment, nous pensons que l'affaire Jonathan Titchoum, c'est vraiment une affaire classée entre guillemets. En réalité, monsieur Jonathan Titchoum est l'arbre qui cache la forêt. Monsieur Jonathan Titchoum n'est pas celui qui a, je dirais, posé les actes de ce faux décret du vice-président. Derrière Jonathan Titchoum, il y a toute une machine, il y a tout un arsenal. Donc du coup, effectivement, affaire classée entre guillemets à tout son sens. Comme Maître Guizot l'a dit, celui qui a l'opportunité de classer les affaires, c'est le procureur de la République ou le commissaire du gouvernement, selon qu'on est devant un tribunal militaire ou un tribunal de droit commun en matière pénale. Donc, du coup, Titchoum, c'est juste un masque. C'est un masque. Monsieur Titchoum, c'est un masque. Les vrais commanditaires sont cachés derrière. Et donc, on me fait croire, pour faire, qu'est-ce que je veux dire, pour apaiser, ou alors pour faire taire les agitations, on nous fait croire que Titchoum est en détention, je crois, à Kondengui. Mais sinon, il n'en est rien. D'accord, madame. Merci beaucoup. C'est depuis Douala. Merci beaucoup. Merci madame. C'est la première voix féminine au téléphone. Voilà, pour l'homme de ça, qui indiquait qu'on n'accompagne pas beaucoup, que les populations n'accompagnent pas beaucoup les combats. Voilà, une voix qui a réagi de ce côté. Bonsoir. Joanne est une victime. Tous ceux qui ont été nommés devraient être entendus, car avant chaque nomination, il y a au préalable une consultation. C'est un cas de Mbanga que l'affaire n'est pas classée. Il y a encore Jean-Jacques Zé, fantastique panel. Entendez par Kondengui, couloir de la mort, et l'affaire est classée à Banda Joseph du côté de Yaoundé. On ne pourra plus prendre les appels, c'était 5 minutes. Et on a géré nos 5 minutes d'appel pour ce soir. Je sais que vous êtes nombreux encore. Jean-Jacques, merci. Merci beaucoup pour la qualité des invités. C'est cette crème-là que nous en avions besoin. Soyez abondamment bénis. C'est Soulé qui envoie ce message-là.